Bonjour et bienvenue sur ce podcast d'Arc au ciel qui s'adresse à la famille, mais pas que. Je suis Hélène Couraud et aujourd'hui je souhaiterais vous parler des mots MAUX, des enfants derrière lesquels peuvent se cacher des mots MOTS. Ces mots que bébé ne parvient pas à exprimer encore et qui peuvent cacher ou en tout cas empêcher d'exprimer tant de choses comme des émotions ou des croyances. Imaginez-vous sans parole. Nous, adultes, nous pourrions éventuellement écrire, mais tous ceux qui n'ont pas la parole vont en fait utiliser le corps physique pour exprimer ce qu'ils ont à dire. Et ils en ont des choses à dire par rapport à déjà ce qu'ils vivent. Eh bien, le bébé, lui, il va utiliser les pleurs, le sommeil, les cris, les retards dans son développement psychomoteur, les difficultés à manger, ne pas prendre de poids, ou difficilement. Autant de choses, en fait, qui vont peut-être lui permettre d'exprimer quelque chose. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de ça. Quelques-uns de ces signes. Parce qu'en fait, il faut vous dire que le bébé, quand il va mal, ou en tout cas qu'il se sent pas bien, qu'il a un mal-être, il va vraiment tellement mettre de choses en œuvre pour trouver comment l'évacuer ou bien trouver comment dire à ses parents qu'il a besoin d'aide, que vraiment ça me touche profondément à chaque fois qu'ils arrivent parce que je sais combien ils ont des choses très profondes à vivre et à nous dire. Alors aujourd'hui, dans ce podcast, nous parlerons de reflux gastro-œsophagien, d'encoprésie, d'énurésie et des troubles de l'oralité. Le reflux gastro-œsophagien, qu'on appelle communément RGO, se caractérise par une remontée du contenu de l'estomac dans l'œsophage. On a le reflux simple, qui généralement disparaît à la fin de la première année, ou en tout cas quand l'enfant commence à se mettre en position assise. Et on a le reflux pathologique, qui peut avoir des présences de sang, vraiment des vomissements, avec un impact au niveau pulmonaire, puisque l'œsophage étant irrité et les poumons étant à côté, il y a une répercussion possible. Et puis aussi sur le développement psychomoteur, surtout moteur, puisque l'enfant peut avoir un retard de croissance. C'est pour ça qu'un suivi médical est toujours indispensable dès qu'on a un doute sur la présence d'un RGO. Me concernant, dans les rencontres que je fais, souvent, ce qui apparaît derrière le RGO, c'est une émotion ou une croyance qui n'a pas été exprimée. Et j'ai souvenir de ce petit qui, en fait, n'avait pas digéré du tout la colère qui appartenait aussi à sa maman, puisqu'il y a des liens comme ça sur les émotions. Ça ne veut pas forcément dire que les parents transmettent. C'est aussi un choix du bébé que de vivre une émotion. Et bien là, dans cette situation-là, en fait, quand la maman a été enceinte et qu'elle l'a annoncé à son papa, celui-ci s'est mis vraiment dans une grosse colère. Et ça a touché profondément la maman qui s'est aussi sentie en colère. Et le bébé, en fait, par ce RGO, exprimait que lui aussi, il avait ressenti cette colère in utero. Et il essayait tant bien que mal de la sortir, en fait, avec ce reflux gastro-œsophagien. Alors, il n'y a pas que des émotions que les bébés ou les jeunes enfants sont capables aussi de ressentir. Il y a aussi des croyances, et ça peut être des croyances en lien avec des événements qui ont vraiment pas été digérés dans le sens que c'est resté en travers de la gorge, si vous voulez. C'est comme nous, adultes, où des fois on se dit ça passe pas. Et bien le bébé, en fait, ça passe pas du tout. Et ça participe à des RGO. Je ne dis pas que tous les RGO sont concernés de cette manière,
Mais lorsque l'on a fait toutes les investigations possibles, qu'on a essayé les changements de lait, toutes les méthodes possibles, aller voir si derrière il n'y a pas une émotion ou une croyance, c'est quelque chose qui mérite d'être exploré, surtout dans le cadre des reflux gastro-œsophagiens. Après, oui, il existe des choses plus physiologiques, comme par exemple une intolérance au lait de vache. Donc ça, c'est aussi une piste qui peut être tout à fait explorée, où là, on peut voir une amélioration, si c'est le cas, avec l'arrêt du lait de vache pendant 4 semaines. On peut essayer aussi de changer de lait. Ça peut être aussi de renforcer la flore intestinale, puisque la flore intestinale, chez le tout petit en tout cas, on sait qu'elle peut avoir un impact non seulement sur le tube digestif, mais sur bien d'autres choses comme le sommeil. Voici concernant le reflux gastro-œsophagien. Maintenant, si on parle d'encoprésie. L'encoprésie, c'est en fait la présence de selles, formées ou semi-formées, qu'on retrouve soit dans la culotte, donc là l'enfant est supposé être propre, et en fait, il va toujours y avoir peut-être des selles qui vont rester au fond de la culotte. Ou bien ça peut être un enfant qui, par exemple, va aller à l'école, il va pas du tout avoir de selle quand il va pas réussir à faire caca à l'école, et quand il va rentrer, on va devoir lui mettre une couche pour l'évacuation des selles. Ça peut être avec ou sans constipation. Donc dans ces cas-là, il y a différents types d'encoprésie. On a la primaire, on a la rétentionnelle. C'est pas trop ce que je vais vous aborder aujourd'hui, même s'il faut toujours consulter pour vérifier que d'un point de vue intestinal, il n'y a pas une pathologie, une maladie sous-jacente. Ça, c'est important, bien sûr. Mais moi, quand ils viennent me voir, en fait, eh bien, souvent, pareil, on retrouve des émotions, des choses qui sont, en fait, là, on est plutôt sur quelque chose qui est retenu, comme si l'enfant, il avait mis un programme qui pouvait, par exemple, se retenir de vivre, ne pas se lâcher dans la vie, en fait. Donc, il n'y a pas de lâcher prise dans ces cas-là. C'est un enfant qui peut être très dans le contrôle, et ça, les petits, ils savent être dans le contrôle très très jeunes, parce qu'ils ont besoin aussi de sécurité, et donc il va se retenir de vivre, peut-être parce que quand il est né, il était prématuré, et que du coup, il a fallu qu'il se batte tellement qu'il faut toujours qu'il contrôle la chose, qu'il soit sûr de ce qui se passe, et qu'il préfère garder les choses plutôt que vraiment se lâcher. Ça peut être ça. Ça peut être aussi qu'il ait peur de évacuer quelque chose qui est de lui. Donc dans ces cas-là, une des choses qu'on peut faire, c'est de lui expliquer vraiment le trajet à partir du bol alimentaire dans la bouche jusqu'à l'évacuation, et de lui dire que c'est quelque chose de très naturel à faire, qu'il n'y a pas à avoir de crainte par rapport à évacuer les poubelles, puisque ce sont quelque part des poubelles qu'il évacue. Ça peut être aussi d'aller voir dans l'histoire familiale, puisque les intestins, c'est très lié aussi à ce que la famille a pu ou ne pas digérer en fait. Et les enfants sont là des fois pour mettre le doigt sur quelque chose qui a été occulté, non dit, ça peut être un secret, ça peut être autre chose, et qui du coup ne peut pas être libéré, donc ne peut pas être évacué. Donc ça peut être ça également en fait. Et moi ça m'arrive souvent que ce soit en lien aussi avec l'histoire familiale, étant donné que je fais aussi de la psychogénéalogie à la fois pour les adultes et les enfants, c'est quelque chose qui peut se présenter quand un bébé vient me voir pour une encoprésie.
Et puis, il y a aussi le jumeau perdu, que je n'aborderai pas dans ce podcast, qui fera l'objet d'un podcast rien que pour ce sujet-là, où en fait, évacuer ça, c'est aussi se séparer de ce jumeau qu'on a eu et dont on ne veut pas en fait se séparer. Donc les deuils aussi peuvent être vraiment en lien avec une oncoprésie. Et il y a aussi à voir, une chose très importante dans l'oncoprésie, c'est vraiment de déculpabiliser l'enfant, d'amener beaucoup de souplesse, de fluidité et de patience. C'est vrai que c'est pas simple, surtout quand il rentre à l'école et que il y a encore des choses, des accidents qui arrivent, ou bien quand les premières sorties scolaires s'annoncent et que il faut toujours un change, c'est très compliqué à vivre. Mais dans tous les cas, il faut pouvoir déculpabiliser l'enfant, ça c'est très très important dans l'oncoprésie. L'autre chose que je souhaitais aborder avec vous, c'est l'énurésie. On parle d'énurésie au-delà de 5 ans. L'énurésie, c'est donc en fait quand on a des accidents, des pipis au lit, principalement la nuit. Alors, si on reprend d'un point de vue médecine chinoise, dont la kinésiologie est inspirée et étant kinésiologue, on sait que l'élément eau, c'est en lien avec les méridiens de vessie et du rein, qui sont des éléments où ils sont le siège des peurs en fait, et des insécurités. Donc, un enfant qui fait pipi au lit, ou qui a plusieurs accidents dans la semaine, ça peut être qu'il a une insécurité intérieure, ça peut être qu'il a une peur, alors soit en lien avec lui, soit en lien avec la famille, soit parce que peut-être il y a une séparation ou un contexte familial qui est difficile. J'ai eu aussi une petite qui est venue, elle était déjà bien grande, parce que en fait il y avait eu un cambriolage et depuis elle s'était mise à avoir des accidents la nuit. Et quand on a levé en fait cette problématique là, les choses se sont beaucoup améliorées par rapport à ça. Donc ça peut être un événement traumatisant aussi. Ce qu'il faut vous imaginer, c'est que l'eau, on pourrait considérer ça un petit peu comme des larmes. Et en fait, quelque part, plutôt qu'elles sortent ces larmes, elles vont aller dans la vessie, la remplir complètement et ça va être le moyen d'évacuer les larmes. C'est pour ça que c'est toujours intéressant d'aller visiter les peurs ou les insécurités. Et pour l'énurésie, on a aussi, ça touche vraiment quelque chose de profond. Donc, on peut avoir des enfants qui ont aussi des peurs de mourir. Je sais que ça peut être difficile à entendre, mais nous, adultes, on a ces peurs. Les enfants peuvent aussi ressentir ces peurs-là. Et du coup, ça va être le moyen pour eux d'exprimer ces peurs. Alors, s'il y a eu des événements traumatisants en lien avec la naissance, en lien avec un décès, ça peut aussi expliquer une énurésie. Ça, c'est d'un point de vue émotionnel. L'autre voie qui peut être abordée, c'est la voie corporelle. L'énurésie, on peut aussi aller explorer les réflexes archaïques. On a deux réflexes qui sont concernés, qui concernent les sphincters, je dirais. On a le premier qui est le réflexe spinal de Galant. Donc lui, c'est un réflexe qui est vraiment en lien avec l'énurésie. Et on a un deuxième aussi, qui est le réflexe spinal de Pérez. C'est plutôt le Galant qu'on va essayer d'observer pour voir s'il est présent ou pas. D'ailleurs, puisqu'il concerne les sphincters, on pourrait très bien aussi les explorer en cas d'encoprésie, mais c'est moins fréquent. Et donc ce réflexe,
va faire que quand il s'active, ça provoque l'émission d'urine. D'ailleurs, chez les petits, vous pouvez le tester, c'est-à-dire que vous passez votre doigt du haut vers le bas au niveau de la colonne, sur le côté de la colonne, et vous verrez si le bébé, il émet de l'urine ou pas. Ça, normalement, c'est physiologique, c'est tout à fait naturel. La chose où ça ne va pas l'être, c'est que quand ce réflexe va perdurer et que l'enfant va avoir un impact au niveau émotionnel, corporel et dans le cas présent au niveau de l'énurésie. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être exploré. Dites-vous bien que si votre enfant est très chatouilleux au niveau du dos, après 2-3 ans, il y a de fortes chances qu'il y ait un réflexe archaïque qui ne soit pas intégré. D'ailleurs, c'est un des réflexes qu'on retrouve aussi dans l'hyperactivité, mais ça, c'est un autre sujet. Voilà concernant l'énurésie. La dernière chose dont je souhaitais vous parler, c'est les troubles de l'oralité ou ce qu'on appelle la dysoralité, qui est caractérisée par une gêne au niveau de la bouche, du fait d'une sensibilité qui empêche l'absorption des aliments. Généralement, ça va apparaître quand on va commencer la diversification alimentaire. L'enfant va refuser de nouveaux aliments, ou bien ce sont des morceaux qui vont le gêner. Les repas deviennent difficiles, source de conflits, et le petit n'a plus de plaisir à manger. Dans ces troubles-là, souvent c'est quelque chose qui est vraiment bloqué au niveau de la parole, au niveau d'une émotion en fait. On est toujours sur quelque part quelque chose qui n'est pas digéré, quelque chose qui est bloqué, qui ne peut vraiment pas passer plus bas. Alors ça peut être une interdiction d'exprimer quelque chose, soit que l'enfant s'est mis, soit qu'il ne peut pas exprimer parce que le contexte ne lui donne pas la possibilité d'exprimer. Je ne dis pas que vous, parents, vous ne permettez pas à vos enfants d'exprimer, mais dans certains cas, les choses sont tellement difficiles pour eux à vivre et à dire. C'est comme vous, quand vous vivez une émotion très forte, il y a quelque chose qui se bloque et vous n'arrivez pas à parler. Et ben, un petit, c'est pareil. Donc, il faut vraiment aller peut-être explorer s'il y a eu un événement traumatisant. Je reviens à la psychogénéalogie parce que dans l'histoire familiale, s'il y a eu vraiment quelque chose qui n'a pas été dit, ça peut provoquer un trouble de la dysoralité. Donc, on prend le temps, on essaye de voir l'émotion que le bébé ou l'enfant, plutôt l'enfant a exprimé. Qu'est-ce qui s'est passé aussi dans l'histoire? Est-ce que il y a eu un secret? Est-ce qu'il y a des liens avec un ancêtre, par exemple? Ça peut être aussi... est-ce qu'il y a eu un pendu dans la famille? Une fois, j'avais un petit, il est arrivé et il n'y avait pas de mots qui sortaient et il commençait à aller à l'école et ça devenait vraiment problématique. Certaines syllabes ne pouvaient pas être dites et on a été voir et il y avait effectivement eu un pendu dans la famille. Et donc en libérant cette information, en écoutant l'enfant, en le validant dans ce qu'il vivait, on a pu libérer ça et après le petit il n'arrêtait plus de causer. Voilà. Donc qu'est-ce qu'a pu faire que c'est resté en travers de la gorge et que ça n'a pas pu sortir? Donc une des premières choses c'est ça. Aussi l'important toujours, que ce soit dans l'énurésie, que ce soit dans l'oncoprésie, c'est de déculpabiliser l'enfant. S'il y a quelque chose qui ne lui plaît pas et qui est complètement inconfortable dans la bouche, mais c'est pas en le culpabilisant qu'on va réussir à faire avancer les choses. Et il faut qu'il retrouve du plaisir à manger. La première chose, c'est absolument d'essayer qu'on travaille ensemble pour qu'il retrouve plaisir après avoir libéré. On peut aussi travailler les réflexes archaïques qui sont au niveau du visage pour l'aider, puisqu'il y a plusieurs réflexes archaïques présents, par des massages du visage pour vraiment redonner de la fluidité et
de la flexibilité, je dirais presque, au niveau de ce visage pour que tout redevienne, que ce soit un lieu vraiment agréable pour lui et que ce soit pas synonyme de il faut absolument que je mange, c'est dur, je n'y arrive pas, c'est inconfortable d'avoir ça dans ma bouche, je peux absolument pas le garder. Et voilà, par rapport aux troubles de l'oralité. Voilà, après, avec un suivi orthophoniste, évidemment, c'est indispensable. Voilà ce que je voulais vous dire dans ces mots pour les mots, par rapport au bébé, par rapport à l'enfant. J'espère que cela vous aura plu. Si vous souhaitez plus de renseignements, n'hésitez pas à consulter notre page arc-au-ciel.com pour voir ce que l'on peut faire ensemble, que ce soit en présentiel ou en distanciel. Prenez soin de vous et à bientôt.